Can you try? No, I can't.
Sarah Connor avait passé sa vie à se battre contre un futur qui n'était pas encore arrivé. Elle avait affronté une machine presque indestructible. Elle avait protégé son fils. Elle avait refusé l'idée que l'humanité soit condamnée à mourir sous les bombes, les flammes et les crânes écrasés par des robots. Et à la fin de Terminator 2, elle croyait avoir gagné. C'était ça, la promesse la plus forte de cette saga. Le destin n'est pas écrit. On peut le changer, on peut briser la chaîne, on peut empêcher la fin du monde. Mais Terminator, Dark Fate commence avec une idée beaucoup plus cruelle. Et si Sarah avait gagné une bataille, mais pas la guerre? Et si le futur, au lieu de disparaître, avait simplement changé de visage? Et si l'univers trouvait toujours une autre manière de créer son apocalypse? Le film sort en 2019, réalisé par Tim Miller, connu notamment pour Deadpool. Mais son intérêt principal, ce n'est pas seulement d'ajouter un nouvel épisode à une saga déjà très chargée. Son vrai pari, c'est de revenir directement après Terminator 2. Judgment Day, comme si les autres suites n'avaient jamais existé. Pour beaucoup de spectateurs, c'était une promesse énorme. Reprendre l'histoire là où elle avait laissé sa plus grande émotion, ramener Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, retrouver Arnold Schwarzenegger dans la peau du Terminator, et essayer de redonner à la franchise cette sensation de danger, de fatalité et de métal froid qui avait marqué les 2 premiers films. Mais cette promesse commence par un choc. On retrouve Sarah Connor et John Connor après la destruction de Cyberdyne. En apparence, ils ont gagné. Skynet ne verra pas le jour comme prévu. Le jugement dernier, ce cauchemar nucléaire qui devait anéantir la civilisation, semble avoir été effacé. John n'est plus seulement l'enfant poursuivi par un T-1000. Il est le symbole d'un futur sauvé. Le garçon qui devait devenir le chef de la résistance n'a peut-être plus besoin de devenir ce chef, parce que la guerre elle-même n'existera peut-être jamais. Et c'est précisément là que le film frappe. Sur une plage, dans un moment presque ordinaire, un autre T-800 apparaît. Pas dans une explosion spectaculaire, pas dans une grande bataille futuriste. Il arrive comme une conséquence retardée, comme une balle tirée des années plus tôt et qui atteint enfin sa cible. Sarah n'a pas le temps de reconstruire une vie. John n'a pas le temps de devenir adulte. Le Terminator accomplit sa mission et tue John Connor. Ce choix est brutal. Pour certains spectateurs, il est même impardonnable, parce qu'il touche au cœur émotionnel des 2 premiers films. Toute l'histoire de Sarah, toute la protection, toute la souffrance de Terminator 2 semblait conduire à la survie de John. Et Dark Fate arrive en disant « Oui, Sarah a arrêté Skynet. » Mais elle n'a pas pu arrêter toutes les machines déjà envoyées avant la disparition de ce futur. C'est une idée dure, presque froide, mais elle donne immédiatement au film son ton. Ici, la victoire n'efface pas la douleur. Le changement du destin ne rend pas les sacrifices propres. Et Sarah Connor, au lieu de devenir une héroïne apaisée, devient une survivante vide, une mère qui a sauvé le monde mais perdu son enfant. Ce point est essentiel pour comprendre tout le film. Terminator. Dark Fate n'est pas seulement l'histoire d'une nouvelle cible poursuivie par un nouveau robot. C'est aussi l'histoire d'une femme qui a déjà tout donné, et à qui le temps a quand même volé la seule chose qu'elle voulait protéger. Sarah n'est plus seulement la mère du futur leader de la résistance. Elle devient une chasseuse. Une femme qui vit avec une blessure ouverte, avec une colère qui ne s'éteint jamais, et avec une mission qui remplace presque sa raison de vivre. Le film reprend donc l'un des grands thèmes de la saga. Le futur essaie toujours de s'imposer. Dans les anciens films, ce futur s'appelait Skynet. C'était une intelligence artificielle militaire, née de la technologie humaine, qui finissait par décider que l'humanité était une menace. Mais ici, Skynet n'est plus le centre du cauchemar. Sarah et John ont bien empêché cette version de l'apocalypse. Le problème, c'est que l'humanité continue d'avancer vers les mêmes erreurs. Elle continue de créer des systèmes trop puissants, de confier sa sécurité à des machines, de croire que la technologie restera toujours sous contrôle. Alors le futur revient. Pas exactement le même, pas sous le même nom, mais avec la même logique. Une intelligence artificielle, une guerre, une résistance humaine et des machines envoyées dans le passé pour tuer quelqu'un avant que cette personne ne devienne importante. Cette fois, le danger ne commence pas à Los Angeles. Il commence à Mexico. Ce déplacement change immédiatement l'énergie du film.
On quitte l'imagerie très américaine des premiers Terminator pour entrer dans un décor plus quotidien, plus industriel, plus vivant. La menace ne tombe pas sur un soldat, ni sur un politicien, ni sur un scientifique. Elle tombe sur une jeune femme ordinaire, Dani Ramos, qui travaille dans une usine automobile et mène une vie simple avec sa famille. Elle ne sait rien des guerres du futur. Elle ne sait rien de Sarah Connor. Elle ne sait rien de Skynet, de John, des Terminator ou du jugement dernier. Pour elle, le monde est difficile, mais il reste compréhensible. Et c'est exactement ce qui rend l'arrivée du danger plus efficace. Dans Terminator, la terreur naît souvent d'un contraste. D'un côté, une vie quotidienne presque banale. De l'autre, une machine venue d'un futur impossible, avec une mission précise et aucune pitié. Le film reprend cette formule avec Dani. Elle n'a rien demandé. Elle ne possède aucune information secrète. Elle n'a pas l'air d'une guerrière. Elle n'est pas préparée. Et pourtant, quelqu'un, quelque part dans le futur, la considère comme assez dangereuse pour envoyer une machine la tuer. C'est là que le spectateur retrouve une question simple, mais très puissante. Pourquoi elle ? Pourquoi cette jeune femme ? Pourquoi maintenant ? Qu'a-t-elle fait ou que va-t-elle faire pour que le futur veuille l'effacer ? Le film ne donne pas la réponse tout de suite, et il a raison. Parce que dans une histoire de Terminator, la poursuite est importante, mais le mystère de la cible l'est encore plus. Sarah Connor, dans le premier film, semblait être une simple serveuse avant qu'on comprenne qu'elle allait devenir la mère du futur sauveur de l'humanité. John, dans le deuxième film, était un adolescent rebelle avant qu'on comprenne le poids énorme de son destin. Dani, elle aussi, commence comme une personne normale. Et le film utilise cette normalité pour nous faire sentir l'injustice de ce qui arrive. Mais Dark Fate ajoute une autre figure, Grace. Grace arrive du futur pour protéger Dani. Elle n'est pas une machine classique. Elle n'est pas un Terminator envoyé pour tuer. Elle est humaine mais augmentée. Son corps a été modifié, renforcé, poussé au-delà des limites normales. Elle peut frapper plus fort, courir plus vite, encaisser davantage. Mais cette puissance a un prix. Grace n'est pas invincible. Son corps brûle ses réserves à une vitesse dangereuse. Elle est une arme vivante, mais une arme fragile, presque condamnée à se détruire elle-même si le combat dure trop longtemps. Et cette idée rend le personnage intéressant. Dans beaucoup de films d'action, le protecteur semble toujours avoir un contrôle total. Ici, Grace est forte, mais chaque effort la rapproche de l'effondrement. Elle peut tenir tête au danger, mais pas indéfiniment. Elle n'est pas là pour dominer l'histoire. Elle est là pour gagner du temps, pour garder Dani en vie quelques minutes de plus, puis quelques heures de plus, jusqu'à ce que la vérité puisse enfin apparaître. Face à elle, le film présente le Rêve 9. Le Rêve 9 n'est pas seulement une nouvelle version du Terminator. Il est conçu pour rappeler plusieurs menaces à la fois. Il possède une structure solide, mais aussi une couche extérieure liquide. Cela signifie qu'il peut se séparer en deux formes, attaquer de plusieurs côtés, se régénérer, imiter les humains et infiltrer les espaces sociaux avec une facilité terrifiante. Là où le vieux T-800 avançait comme un mur, et où le T-1000 glissait comme un cauchemar liquide, le Rêve 9 mélange les deux logiques. Il peut être brutal, mais aussi poli. Il peut sourire, parler calmement, se faire passer pour quelqu'un de raisonnable, puis tuer sans la moindre hésitation. C'est l'une des choses les plus inquiétantes dans Terminator. Dark Fate. La machine n'a pas besoin d'avoir l'air monstrueuse pour être dangereuse. Elle peut porter un uniforme. Elle peut demander de l'aide. Elle peut utiliser les systèmes humains, la police, les caméras, les frontières, les drones, toute la structure du monde moderne. Le Terminator n'est plus seulement un tueur dans une rue sombre. Il devient une présence capable de traverser les institutions, de manipuler la confiance, d'utiliser notre propre organisation contre nous. Et au centre de tout cela, Dani ne comprend pas encore pourquoi elle est la cible. C'est cette confusion qui donne au début du film son mouvement. Dani veut sauver sa famille. Grace veut sauver Dani. Le Rêve 9 veut éliminer Dani. Et Sarah Connor, quelque part, avance déjà vers cette nouvelle guerre avec une colère ancienne, une arme à la main, et une phrase invisible gravée dans toute son existence. Le futur n'est jamais vraiment mort. Ce premier mouvement du film fonctionne comme une transmission. L'ancienne saga passe le relais à une nouvelle génération,
mais elle le fait dans la douleur. Sarah a perdu John. Grace arrive avec les cicatrices d'un futur que Dani ne connaît pas encore. Dani porte en elle une importance qu'elle n'imagine même pas. Et le rêve 9 représente cette idée terrible que l'Apocalypse peut changer de nom sans changer de nature. Alors, au début, Terminator. Dark Fate pose une question plus sombre que les anciens films. Ce n'est plus seulement « peut-on empêcher le jugement dernier ?», c'est plutôt « que se passe-t-il quand l'humanité empêche une catastrophe mais continue de construire les conditions de la suivante ?» Et cette question va prendre un visage très concret à Mexico lorsque Dani Ramos va comprendre que sa journée ordinaire vient de se transformer en chasse à mort. La journée de Dani Ramos commence comme une journée presque normale. Et c'est important parce que Terminator, Dark Fate ne veut pas d'abord nous présenter Dani comme une héroïne de guerre. Il veut nous montrer une jeune femme prise dans une vie concrète, familiale, ouvrière, avec des responsabilités simples mais lourdes. Elle vit à Mexico, elle aide chez elle se dispute un peu, elle travaille. Elle avance dans un monde où les problèmes sont déjà bien présents, même avant l'arrivée d'une machine du futur. Dani n'est pas entourée de symboles héroïques. Elle n'a pas d'armée derrière elle. Elle n'a pas de destin affiché sur son visage. Elle est proche de son frère Diego, elle veille sur son père, elle entre dans l'usine comme quelqu'un qui connaît la fatigue du quotidien. Et cette banalité crée une tension très efficace. Parce que nous, spectateurs, savons déjà que quelque chose arrive. Le film nous a préparés à l'idée que le futur ne laisse jamais les gens tranquilles très longtemps. Le danger commence par une imitation. Le rêve 9 ne débarque pas comme une bête qui détruit tout immédiatement. Il arrive sous une apparence humaine, calme, presque polie. Il prend l'image du père de Dani, et c'est là que le film montre une cruauté très précise. La machine ne se contente pas de tuer. Elle vole aussi les visages. Elle transforme les liens de confiance en pièges. Quand une personne familière apparaît devant vous, votre premier réflexe n'est pas de fuir. Votre premier réflexe est de croire. Et le rêve 9 utilise exactement cette faiblesse humaine. Dans l'usine, Dani et Diego se retrouvent donc face à une situation impossible à comprendre. L'homme qui semble être leur père n'est pas leur père. Son attitude est trop froide. Ses gestes sont trop contrôlés. Il y a quelque chose d'anormal, mais l'esprit humain cherche toujours une explication raisonnable avant d'accepter l'impossible. C'est l'une des grandes forces de ce type de scène. Les personnages mettent quelques secondes à comprendre ce que le spectateur devine déjà. Et dans un film de Terminator, quelques secondes peuvent suffire pour mourir. C'est à ce moment que Grace intervient. Grace n'arrive pas comme Sarah Connor dans les anciens films, avec l'expérience d'une survivante déjà connue. Elle est nouvelle, mystérieuse, violente et presque aussi déstabilisante que la machine qu'elle combat. Son corps réagit avec une puissance anormale. Elle ne se bat pas comme une personne ordinaire. Elle frappe avec une précision militaire, elle encaisse les coups, elle utilise son environnement sans hésiter. Pourtant, quelque chose dans son visage et dans sa respiration nous rappelle qu'elle n'est pas une machine. Elle souffre. Elle se fatigue. Elle est en mission, mais son corps paie le prix de chaque seconde. Le contraste entre Grace et le rêve 9 est très intéressant. Le rêve 9 est calme parce qu'il ne ressent rien. Grace est calme parce qu'elle n'a pas le droit de paniquer. La machine avance avec une certitude parfaite. Grace avance avec l'urgence de quelqu'un qui sait que l'échec aura des conséquences énormes. Elle ne protège pas Dani par hasard. Elle ne traverse pas le temps pour sauver une inconnue sans raison. Mais au début, elle ne peut pas tout expliquer. Elle doit d'abord faire ce que font toujours les protecteurs dans cette saga. Courir, frapper, improviser et garder la cible en vie. La scène de l'usine sert donc à casser la vie de Dani en deux. Avant, elle était une jeune femme qui pensait peut-être à son travail, à sa famille, à sa place dans un monde qui change. Après, elle devient une cible. Et ce mot change tout. Être une cible, dans Terminator, cela signifie que votre identité ne vous appartient plus complètement. Le futur a déjà décidé que vous comptez. Le problème, c'est que vous êtes souvent la dernière personne à comprendre pourquoi. Diego, lui, représente l'autre douleur de cette séquence. Il n'est pas seulement un personnage autour de Dani. Il est le lien familial qui rend la poursuite plus humaine. Quand le danger arrive, Dani ne pense pas à une grande guerre du futur.
Elle pense à son frère, à son père, à sa famille immédiate. C'est normal. Personne ne commence par accepter une mission historique. On commence par essayer de sauver ceux qu'on aime. Et c'est précisément ce qui rend cette première partie de l'histoire douloureuse. La guerre du futur ne respecte pas les cercles intimes. Elle entre dans les maisons, dans les usines, dans les voitures, et elle arrache les gens avant même qu'ils puissent comprendre les règles du jeu. Le rêve neuf poursuit Danny, Diego et Grace avec une efficacité presque élégante. C'est une machine qui ne gaspille pas ses mouvements. Elle ne semble jamais vraiment surprise. Même quand Grace réussit à le ralentir, il revient. Même quand il est abîmé, il se reforme. Et surtout, il peut se diviser. Son endosquelette et sa matière extérieure deviennent deux menaces séparées. Visuellement, cela donne au film une manière de créer une peur plus moderne. Il ne suffit plus d'échapper à un seul corps. Le danger peut se dédoubler. Il peut encercler. Il peut attaquer là où on regarde et là où on ne regarde pas. La poursuite qui suit rappelle la grammaire classique de Terminator. Un véhicule, une route, une cible terrifiée, un protecteur qui improvise et une machine qui refuse d'abandonner. Mais Dark Fate essaie d'ajouter une énergie plus contemporaine. Les coups sont plus rapides, les corps sont plus numériques, la destruction est plus large. Là où le premier Terminator avait une brutalité presque sèche, et où Terminator 2 mélangeait poids mécanique et fluidité cauchemardesque, ce film mise sur une menace hybride, rapide, capable de passer d'une forme humaine à une violence presque abstraite. Mais la poursuite n'est pas seulement une scène d'action. Elle sert aussi à montrer que Grace n'a pas le contrôle total. Elle sait se battre, mais elle n'est pas indestructible. Sa force est impressionnante, pourtant son corps commence déjà à montrer ses limites. Elle a besoin de médicaments, d'énergie, de ressources. Elle n'est pas venue du futur comme un ange invincible. Elle est venue comme une soldate modifiée, usée, prête à se sacrifier si nécessaire. Cette fragilité empêche le personnage de devenir une simple super-héroïne. Grace peut faire des choses incroyables, mais chaque action semble lui coûter quelque chose. Pour Danny, tout va trop vite. Elle passe de la peur à l'incompréhension, puis de l'incompréhension au deuil. Le monde qu'elle connaissait s'effondre en quelques minutes. Elle ne peut même pas vraiment pleurer comme elle devrait, parce que la machine ne lui laisse pas ce temps. C'est une mécanique très dure, mais très fidèle à l'esprit de la saga. Le futur ne donne jamais aux victimes le confort d'une pause. Les émotions arrivent, mais la survie passe d'abord. On pleurera plus tard, si on survit. Et c'est là que Sarah Connor entre en scène. Son arrivée a quelque chose de presque mythologique. Elle apparaît au moment où la situation semble impossible, armée, froide, déterminée, comme si elle sortait directement des ruines des anciens films. Pour Grace et Danny, elle est une inconnue. Pour le spectateur, elle est un fantôme du passé, pas un fantôme fragile. Un fantôme avec des lunettes, des armes, des grenades, et cette fatigue dans le regard des gens qui ont déjà vu la fin du monde de trop près. Sarah ne se présente pas avec de longs discours. Elle agit. Elle attaque le rêve neuf avec une efficacité qui dit tout sur sa vie depuis la mort de John. Elle connaît les machines. Elle sait comment les ralentir. Elle sait qu'il ne faut pas négocier, pas supplier, pas attendre une faiblesse morale qui ne viendra jamais. Face à un Terminator, Sarah Connor a appris une règle simple. Si vous pouvez gagner quelques secondes, vous les prenez. Si vous pouvez le faire tomber, même temporairement, vous le faites. Et si vous devez survivre pour comprendre plus tard, vous survivez d'abord. Cette entrée est importante parce qu'elle reconnecte le film à son héritage. Sans Sarah, Dark Fate pourrait ressembler à une nouvelle variation indépendante. Avec elle, l'histoire porte immédiatement le poids des anciens traumatismes. Chaque machine qu'elle détruit n'est pas seulement un ennemi. C'est un rappel de John, un rappel de la plage, un rappel de ce futur qu'elle croyait avoir brisé et qui continue pourtant d'envoyer des assassins. Mais Sarah ne sauve pas Danny par pure bonté. Elle ne la connaît pas. Elle ne comprend pas encore son importance. Elle agit parce qu'elle suit depuis des années une sorte de guerre privée. Elle reçoit des messages mystérieux avec des coordonnées, et ces coordonnées lui indiquent où et quand des Terminators vont apparaître. Elle arrive, elle les détruit, puis elle continue. C'est devenu son rituel, sa vengeance, son addiction peut-être. Elle ne reconstruit pas le monde.
Elle chasse les rites du cauchemar. Ce détail ouvre une nouvelle question. Qui envoie ces messages à Sarah? Comment quelqu'un peut-il savoir où les machines vont apparaître? Pourquoi l'aide-t-on à tuer des Terminators sans jamais lui dire toute la vérité? Pour l'instant, le film garde ce mystère, et c'est très malin parce que Sarah n'est pas seulement une source de réponse. Elle devient elle aussi une énigme. Elle connaît l'ancien futur, mais elle ne comprend pas le nouveau. Grace vient d'une guerre que Sarah ne reconnaît pas. Dani est importante pour une raison encore cachée. Et le rêve 9 n'appartient pas à Skynet. À partir de là, les trois femmes sont forcées d'avancer ensemble, même si elles ne se font pas vraiment confiance. Dani veut comprendre et survivre. Grace veut accomplir sa mission et garder Sarah à distance si nécessaire. Sarah veut tuer la machine, mais elle refuse encore de croire que cette nouvelle histoire puisse avoir une importance plus grande que sa propre douleur. C'est ce qui rend cette partie du film plus intéressante qu'une simple course-poursuite. 3 générations de combats se retrouvent dans le même véhicule. Sarah représente la guerre ancienne, celle contre Skynet, celle de la maternité blessée et du sacrifice. Grace représente la guerre future, celle contre une nouvelle intelligence artificielle et un monde encore plus militarisé. Dani représente le présent, la personne ordinaire qui n'a pas encore compris quel est le point de jonction entre ces deux cauchemars. Et pendant que ces 3 trajectoires commencent à se croiser, le rêve 9 continue de faire ce pourquoi il a été créé. Il cherche, il analyse, il se rapproche. Il n'a pas besoin de colère, parce que sa mission suffit. Il n'a pas besoin de haine, parce que la haine ralentirait son efficacité. Il est l'image parfaite d'un futur qui ne discute pas. Dani vient donc de perdre sa vie d'avant. Grace vient de révéler qu'elle est prête à mourir pour une mission encore incompréhensible. Sarah vient de revenir comme une légende abîmée, armée jusqu'aux dents, mais toujours prisonnière de son passé. Et maintenant, la vraie question n'est plus seulement de savoir comment échapper au rêve 9. La vraie question est de comprendre pourquoi le futur a choisi Dani Ramos et pourquoi Sarah Connor reçoit depuis des années des messages qui semblent venir de quelqu'un qu'elle devrait haïr plus que tout. Après la première fuite, le film ralentit juste assez pour laisser les blessures apparaître. Pas longtemps parce que le rêve 9 est toujours en mouvement, mais assez pour que Dani comprenne une chose essentielle. Sa vie d'avant n'existe plus. Il ne s'agit pas d'un accident. Il ne s'agit pas d'une erreur. Quelqu'un, dans un futur qu'elle ne connaît pas encore, a décidé qu'elle devait mourir. Pour Dani, cette idée est presque impossible à accepter. Elle vient de perdre des membres de sa famille, elle vient de voir une machine prendre un visage humain, et elle se retrouve avec 2 femmes qui parlent de voyage dans le temps, de guerre future et de Terminator comme si tout cela faisait partie d'une réalité connue. Mais pour elle, rien n'est connu. Tout est brutal. Tout est absurde. Et c'est justement ce décalage qui donne de l'humanité au personnage. Dani n'entre pas dans l'histoire comme une élue qui comprend tout immédiatement. Elle entre dans l'histoire comme une personne normale qu'on arrache à son monde. Grace, elle, n'a pas le luxe de la douceur. Elle sait que Dani souffre, mais elle sait aussi que la douleur ne sert à rien si elle les ralentit trop longtemps. Sa priorité reste simple, avancer, trouver des ressources, comprendre l'environnement, éviter les autorités si nécessaire. Garder Dani en vie jusqu'à la prochaine étape. Grace fonctionne comme une soldate venue d'un futur où la compassion existe encore, mais où elle doit passer après la survie. Cela crée rapidement une tension avec Sarah Connor. Sarah n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Elle n'aime pas qu'une inconnue du futur lui parle comme si elle comprenait mieux la guerre qu'elle. Sarah a passé sa vie à affronter des machines. Elle a été enfermée, traitée comme folle, poursuivie, dépossédée de son fils, puis condamnée à vivre avec la mémoire de ce qu'elle n'a pas pu empêcher. Alors quand Grace arrive avec ses certitudes de soldate augmentées, Sarah voit autant une alliée qu'un problème. Leur relation commence donc dans la méfiance. Grace protège Dani, mais elle ne fait pas confiance à Sarah. Sarah veut détruire le rêve 9, mais elle ne fait pas confiance à Grace. Et Dani se retrouve au milieu, entre 2 femmes qui semblent toutes les 2 savoir survivre, mais qui ne savent pas encore se parler. Ce triangle est l'un des moteurs du film. Il ne repose pas seulement sur l'action, mais sur 3 façons différentes de porter le traumatisme. Dani est dans le choc immédiat. Grace est dans la mission.
Sarah est dans la vengeance. Et ces trois états ne vont pas toujours dans la même direction. Le choc demande des réponses. La mission demande de la vitesse. La vengeance demande une cible. Pour Sarah, chaque Terminator détruit est une manière de continuer à respirer. Ce n'est pas vraiment une guérison. C'est une routine de guerre. Depuis des années, elle reçoit des messages anonymes contenant des coordonnées, une date, une heure et une phrase qui la hante, « For John », pour John. Cette formule est presque insupportable parce qu'elle touche exactement à la plaie qu'elle ne peut pas refermer. Quelqu'un connaît son fils. Quelqu'un connaît sa perte. Quelqu'un utilise le nom de John pour la diriger vers de nouvelles machines. Sarah suit ces messages, arrive sur les lieux, détruit les Terminators quand elle le peut, puis disparaît. Elle ne sait pas vraiment qui l'aide. Elle ne sait pas pourquoi. Mais elle sait que ses coordonnées sont réelles. Et maintenant, Danny et Grace deviennent liés à ce mystère. Le film utilise alors une idée intéressante. Sarah Connor est devenue une légende, mais une légende abîmée. Dans Terminator 2, elle était déjà intense, presque effrayante, parce qu'elle connaissait un futur que personne ne voulait croire. Ici, elle n'essaie plus de convaincre le monde. Elle ne cherche plus à sauver l'humanité avec de grands discours. Elle a perdu cette innocence depuis longtemps. Elle avance avec une forme de cynisme, une ironie sèche, une fatigue qui rend chaque phrase plus dure. Mais cette dureté cache une vérité simple. Sarah a peur de revivre la même histoire. Elle voit Danny et elle comprend trop bien le mécanisme. Une femme ordinaire devient la cible d'une machine. Un protecteur venu du futur arrive. Le danger ne s'arrête jamais. Et quelque part, une guerre invisible se prépare. Pour Sarah, ce n'est pas une aventure nouvelle. C'est une malédiction qui recommence sous un autre nom. De son côté, Grace vient d'un futur différent. Elle ne parle pas de Skynet comme de l'ennemi principal. Elle ne reconnaît pas forcément les mêmes repères que Sarah. Pour elle, le monde qui s'effondre porte un autre nom, Légion. Cette différence est fondamentale. Sarah croyait avoir détruit la source du cauchemar. Mais Grace représente la preuve vivante que l'humanité a fabriqué une autre catastrophe. Pas exactement la même, mais assez proche pour que le résultat soit terrifiant. Machine, guerre, extermination, résistance. Le film ne révèle pas tout d'un coup. Il laisse d'abord cette information flotter comme une menace. Skynet n'existe peut-être plus, mais l'apocalypse a trouvé une autre route. Et cette idée donne à Dark Fate une forme de fatalisme triste. Même quand les personnages changent le passé, les humains peuvent reconstruire les mêmes dangers par orgueil, par peur, par dépendance à la technologie. Le futur n'est pas un seul événement. C'est parfois une tendance, une direction, une répétition des mêmes erreurs. Pendant leur fuite, le rêve neuf montre aussi une autre dimension de sa menace. Il ne se contente pas de courir derrière eux. Il utilise le monde contre eux. Il parle aux autorités. Il manipule les systèmes. Il peut prendre une apparence rassurante, se présenter comme quelqu'un de légitime et transformer les humains en obstacles involontaires. C'est une évolution logique du concept de Terminator. Les anciennes machines étaient terrifiantes parce qu'elles étaient presque impossibles à arrêter physiquement. Le rêve neuf est terrifiant parce qu'il comprend aussi comment circuler dans une société moderne. Dans un monde de caméras, de fichiers, de postes de contrôle et de surveillance, une machine capable d'imiter un humain devient encore plus dangereuse. Elle n'a pas besoin de détruire toutes les portes. Parfois, il lui suffit de demander qu'on les lui ouvre. Elle n'a pas besoin de tuer immédiatement chaque personne sur son passage. Parfois, elle peut sourire, jouer un rôle, obtenir une information, puis reprendre la chasse. Cette capacité renforce l'isolement du trio. Danny, Grace et Sarah ne peuvent pas simplement appeler la police. Elles ne peuvent pas expliquer la situation à des gens normaux. Qui les croirait? Une machine venue du futur, capable de prendre l'apparence de votre père, vous poursuit parce que vous serez importante dans une guerre qui n'a pas encore commencé. Même dans cet univers, cette phrase semble folle. Et Sarah sait mieux que personne ce que cela signifie de dire la vérité et d'être prise pour une dangereuse paranoïaque. Le passage lié à la frontière accentue cette tension. Le film place ces personnages dans un espace où la survie personnelle se mélange aux mécanismes politiques et policiers du monde réel. Danny n'est pas seulement poursuivi par une machine.
elle est aussi vulnérable à des systèmes humains qui ne comprennent pas son danger. Grace, avec son corps augmenté et son comportement militaire, devient immédiatement suspecte. Sarah, avec son passé et ses armes, n'est pas exactement le genre de personne qui inspire confiance aux autorités. Ce moment permet au rêve neuf de devenir encore plus efficace. Là où Danny et ses protectrices sont ralentis par la peur, la loi, les contrôles et les blessures, la machine avance avec méthode. Elle n'a pas de papier à protéger, pas de morale, pas d'épuisement émotionnel. Elle peut passer d'un rôle à l'autre, utiliser un uniforme ou une voix calme, et se rapprocher pendant que les humains se débattent avec les règles humaines. Mais c'est aussi dans ces moments que Danny commence à changer. Au début, elle réagit surtout à ce qui lui arrive. Elle fuit, elle pleure, elle demande pourquoi. C'est normal. Mais peu à peu, quelque chose se durcit en elle. La perte et la peur ne disparaissent pas, mais elles commencent à se transformer. Danny observe Grace. Elle observe Sarah. Elle comprend que survivre ne signifie pas seulement courir. Survivre, c'est aussi décider. Poser des questions. Refuser d'être seulement transporté d'un endroit à l'autre. Exiger de connaître la vérité. Ce changement est discret, mais il prépare la grande révélation du film. Parce que Terminator, Dark Fate joue d'abord avec une attente héritée du premier Terminator. Quand une femme devient la cible d'une machine, on imagine qu'elle porte peut-être l'avenir de quelqu'un d'autre. Sarah Connor devait donner naissance à John. Elle était importante parce qu'elle était la mère du futur sauveur. Alors, pendant une partie du film, le spectateur peut penser que Danny est importante pour une raison semblable. Peut-être qu'elle donnera naissance à quelqu'un. Peut-être que son enfant comptera. Peut-être que l'histoire recommence exactement. Mais Dark Fate veut déplacer cette idée. Danny n'est pas seulement une étape dans la naissance d'un héros. Elle n'est pas seulement un ventre symbolique pour le futur. Elle est elle-même le point important. Et avant que le film ne le dise clairement, il commence déjà à le montrer dans son comportement. Danny protège quand elle peut. Elle refuse de laisser les autres décider entièrement pour elle. Elle souffre, mais elle ne s'efface pas. Elle est encore loin de la leader qu'elle deviendra peut-être, mais les premiers signes sont là. Grace, de son côté, porte un attachement plus profond à Danny que ce qu'elle laisse paraître. Elle ne protège pas une simple inconnue avec la distance froide d'une mission militaire. Il y a dans son regard une loyauté personnelle, presque intime, comme si Danny représentait pour elle bien plus qu'un objectif stratégique. Le film garde cette information pour plus tard, mais on sent déjà que Grace n'est pas seulement envoyée par une organisation abstraite. Sa mission est liée à sa propre histoire, à sa propre dette, à son propre avenir. Sarah, elle, voit cette relation avec méfiance. Elle connaît trop bien la logique des protecteurs venus du futur. Kyle Reese était venu pour elle. Le T-800 reprogrammé était venu pour John. Maintenant, Grace vient pour Danny. Chaque fois, le futur envoie quelqu'un pour empêcher une mort. Chaque fois, cela signifie que la personne protégée est liée à quelque chose d'énorme. Et Sarah, même si elle fait semblant d'être au-dessus de tout cela, comprend que Danny n'est pas une victime ordinaire. La route mène alors vers les coordonnées mystérieuses. C'est le fil que Sarah suit depuis des années. Pour Grace, c'est peut-être une chance de comprendre qui aide Sarah. Pour Danny, c'est une étape de plus dans un cauchemar où chaque réponse crée une nouvelle question. Et pour le spectateur, c'est une promesse très claire. Quelqu'un se cache derrière ces messages, quelqu'un qui connaît les machines, le temps, Sarah, et même John. Ce qui rend ce mystère plus fort, c'est que Sarah ne le vit pas comme une énigme intellectuelle. Elle le vit comme une provocation intime. Chaque message signé For John est une forme de torture. Cela lui donne une mission, oui, mais cela remue aussi la mort de son fils. Sarah accepte les informations parce qu'elles lui permettent de tuer des Terminators, mais au fond, elle veut aussi savoir qui ose utiliser le nom de John. Et lorsque le groupe approche enfin de la source des coordonnées, le film prépare l'un de ses retournements les plus étranges. Parce que la personne qui envoie Sarah vers les machines n'est pas un allié évident. Ce n'est pas un scientifique caché. Ce n'est pas un ancien membre de la résistance. Ce n'est pas un soldat humain qui aurait trouvé un moyen de communiquer à travers le temps. C'est quelqu'un que Sarah Connor devrait vouloir détruire dès le premier regard. Et quand elle va découvrir la vérité, toute sa colère,
Toute sa douleur et toute la logique morale de la saga vont se retrouver face à une question presque impossible. Qu'est-ce qu'on fait d'un monstre qui a terminé sa mission, puis appris à vivre comme un homme? La source des messages mène le groupe vers une maison isolée, loin de l'agitation immédiate de la poursuite. Et dès que Sarah comprend qui se trouve là, tout son corps se tend. Parce qu'elle ne voit pas seulement un homme. Elle ne voit pas seulement un visage familier de la saga. Elle voit le visage de la machine qui a assassiné son fils. Le T-800 qui vit ici n'est pas exactement celui que Sarah a connu dans Terminator 2. Ce n'est pas le protecteur qui a appris à John la valeur de la vie humaine. Ce n'est pas celui qui s'est sacrifié dans le métal en fusion pour empêcher Skynet de naître. Celui-ci est un autre modèle, envoyé avant que le futur de Skynet ne soit effacé. Et sa mission, à l'époque, était simple. Tuer John Connor. Il l'a fait. C'est la vérité que Sarah porte depuis des années. Ce Terminator a réussi là où les autres avaient échoué. Il n'a pas détruit l'humanité, il n'a pas lancé une guerre, il n'a pas fait exploser le monde. Il a fait quelque chose de plus intime et, pour Sarah, de plus cruel. Il a enlevé son fils. Il a réduit à néant la raison pour laquelle elle avait survécu à tant de choses. Alors quand elle le retrouve, la scène n'a rien d'une réunion nostalgique. Ce n'est pas un simple clin d'œil au passé, c'est une confrontation entre une mère et l'assassin de son enfant. Sarah veut le tuer immédiatement et émotionnellement, on comprend parfaitement pourquoi. Même si le film essaie de nous montrer que ce T-800 a changé, il ne nous demande jamais d'oublier ce qu'il a fait. La présence de Sarah empêche justement cette facilité. Elle est là pour rappeler que certaines conséquences ne disparaissent pas parce qu'une machine a développé une conscience pratique. Ce T-800 porte désormais le nom de Carl. Ce choix peut sembler étrange, presque absurde au premier abord. Un Terminator qui s'appelle Carl, qui vit dans une maison, qui a une compagne, qui s'occupe d'un enfant, qui travaille dans les rideaux et mène une existence domestique. Sur le papier, l'idée pourrait presque paraître trop bizarre pour fonctionner. Mais dans le film, elle sert à poser une question troublante. Qu'arrive-t-il à une machine programmée pour une mission lorsque cette mission est terminée et que le futur qui l'a créée n'existe plus? Carl n'a plus Skynet. Il n'a plus d'ordre. Il n'a plus de guerre à rejoindre. Il reste dans le passé, avec un corps qui ne vieillit presque pas comme un humain, mais avec assez de temps pour observer les humains de très près. Et c'est ce temps qui le transforme. Pas en homme véritable, pas exactement, mais en quelque chose d'intermédiaire. Une machine qui a appris les gestes de la vie quotidienne. Une machine qui a observé la peur, la tendresse, la dépendance, la famille. Une machine qui a compris, d'une manière froide mais réelle, ce qu'elle avait pris à Sarah. Cette idée est l'une des plus audacieuses de Dark Fate. Depuis le début de la saga, les Terminators sont souvent définis par leur absence d'émotion. Ils ne haïssent pas, ils ne regrettent pas, ils exécutent. Mais Terminator 2 avait déjà ouvert une brèche avec le T-800 protecteur, qui apprenait au contact de John et finissait par comprendre pourquoi les humains pleurent. Dark Fate pousse cette logique ailleurs. Ici, Carl n'a pas été reprogrammé pour protéger. Il n'a pas reçu une mission de bonté. Il a accompli une mission horrible, puis il a été abandonné dans un monde où il devait continuer à exister sans but. Cela ne le rend pas innocent. Et le film le sait. Sarah ne pardonne pas Carl. Elle ne le regarde pas comme une personne sauvée. Elle le regarde comme un rappel vivant de la plage, de John, du moment où tout s'est effondré. Même quand Carl parle calmement, même quand il explique qu'il a construit une vie, même quand il montre une forme de regret, Sarah reste le contrepoids moral de la scène. Sans elle, le film risquerait de demander au spectateur d'accepter trop vite l'idée d'un Terminator domestiqué. Avec elle, la douleur reste présente. La question n'est pas seulement « Carl a-t-il changé ?» La vraie question est « Est-ce qu'un changement peut effacer un meurtre ?» La réponse émotionnelle de Sarah est non. Mais la situation les force à dépasser cette réponse immédiate. Le rêve neuf arrive. Danny est toujours en danger. Grace est toujours à bout de ressources. Et Carl possède des informations, des armes, une maison préparée et surtout une capacité de combat que personne ne peut ignorer. Sarah peut le haïr, mais elle a besoin de ce qu'il sait. C'est là que le film place ses personnages dans une tension typiquement Terminator. Parfois, pour survivre à une machine, il faut s'allier avec une autre machine. Arnold Schwarzenegger, dans ce rôle,
joue sur une présence très particulière. Il n'est plus seulement le corps massif et implacable du premier film, ni seulement le protecteur presque paternel du deuxième. Il incarne ici une machine devenue vieille en apparence, installée dans une imitation de vie humaine, capable de parler de détails domestiques avec un sérieux déconcertant. Cela crée parfois un humour volontairement sec, mais derrière cet humour, il y a une tristesse étrange. Carl est une impossibilité vivante. Il ne devrait pas être là. Il ne devrait pas avoir de famille. Il ne devrait pas avoir de conscience. Et pourtant, il existe. Sa relation avec sa compagne et l'enfant qu'il protège n'est pas présentée comme une romance ordinaire. Carl sait qu'il ne ressent pas exactement comme un humain. Il comprend des comportements, il apprend des responsabilités, il imite et intègre des formes d'attachement. Mais même cette imitation finit par produire des conséquences réelles. Pour les humains autour de lui, il est une présence stable. Pour lui, cette stabilité devient une fonction nouvelle. Il protège, non parce qu'un programme militaire le lui impose, mais parce qu'il a trouvé une forme de sens dans la protection. C'est une inversion très forte du concept original. Au début de la saga, le T-800 est l'image de la mort qui entre dans la vie quotidienne. Dans Dark Fate, Carl est l'image d'une machine de mort qui a été absorbée par la vie quotidienne. Il pose des rideaux, il connaît les besoins d'un foyer, il parle avec une tranquillité presque comique de choix décoratifs. Mais sous cette surface domestique se trouve toujours le même squelette métallique. Le film ne nous laisse jamais oublier que l'outil peut changer de fonction, mais que son origine reste monstrueuse. Pour Dani, la rencontre avec Carl est encore plus étrange. Elle n'a pas le passé de Sarah. Elle ne porte pas la mémoire de John. Elle voit surtout une ressource possible, un allié nécessaire dans une situation désespérée. Cela crée une différence de regard. Pour Sarah, Carl est un meurtrier. Pour Dani, il est peut-être une chance de survivre. Pour Grace, il est une machine, donc une menace potentielle, mais aussi une pièce tactique dans le combat contre le rêve neuf. Le film rassemble donc 4 visions du futur dans une même maison. Sarah représente le traumatisme de Skynet. Grace représente la guerre contre Légion. Dani représente l'avenir humain qui peut encore être changé. Carl représente les restes d'un futur annulé, mais pas totalement effacé. C'est là que Dark Fate devient plus intéressant que son apparence de simple film de poursuite. Il montre que modifier le temps ne nettoie pas tout. Les lignes temporelles peuvent changer, mais les traces restent. Un Terminator envoyé avant la disparition de Skynet peut continuer à exister. Une femme qui a sauvé le monde peut continuer à souffrir. Une nouvelle intelligence artificielle peut remplacer l'ancienne. Et une jeune femme qui n'a rien demandé peut devenir le centre d'une nouvelle guerre. Carl explique aussi pourquoi Sarah reçoit les coordonnées. Il a appris à détecter les déplacements temporels, ou du moins à anticiper les arrivées liées aux machines. Et chaque fois qu'il envoie une information à Sarah, il termine par ces mots « For John ». Pour lui, c'est une tentative de donner un sens, peut-être même une forme d'excuse. Pour Sarah, c'est une blessure rouverte à chaque message. Cette différence rend la scène plus forte. Carl croit peut-être aider Sarah. Il croit peut-être lui offrir une mission, une manière de canaliser sa rage. Mais Sarah, elle, n'a jamais demandé à recevoir des messages de l'assassin de son fils. Le film montre ainsi une vérité dérangeante. Le remords de celui qui a détruit ne répare pas forcément celui qui a été détruit. On peut regretter, on peut aider, on peut changer de comportement, mais la personne blessée n'a aucune obligation de pardonner. Et cette nuance est importante parce qu'elle évite de transformer Carl en simple personnage attendrissant. Il peut être utile, il peut avoir changé, il peut même finir par se sacrifier. Mais Sarah conserve le droit de sa haine. Son deuil n'est pas annulé par l'évolution de la machine. À partir de cette rencontre, l'histoire prend une nouvelle direction. Jusque-là, le trio fuyait. Maintenant, avec Carl, il peut commencer à construire un plan. Le rêve neuf est trop dangereux pour être seulement évité. Il faut le piéger, le ralentir, le détruire. Et pour cela, ils doivent comprendre ce qu'il est, ce qu'il peut faire, et surtout, quelles armes peuvent réellement l'arrêter. Mais avant la bataille finale, le film doit encore révéler le vrai rôle de Dani. Parce que jusqu'ici, la structure semble familière. Une femme est poursuivie par une machine. Une protectrice vient du futur. Sarah Connor revient pour l'aider.
un ancien Terminator rejoint le combat. Tout semble conduire à une variation moderne d'une histoire déjà connue. Pourtant, Dark Fate prépare une différence essentielle. Dani n'est pas importante parce qu'elle va donner naissance à quelqu'un. Elle est importante parce qu'elle va devenir quelqu'un. Cette révélation change tout. Elle déplace le poids du destin. Elle enlève à Dani le rôle passif que l'on pouvait imaginer. Elle ne porte pas simplement le futur dans son ventre ou dans sa descendance. Elle porte le futur dans ses propres choix, sa propre force, sa propre capacité à rassembler les autres quand le monde s'effondrera. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à faire le lien entre Sarah et Dani. Sarah était autrefois la mère du leader. Dani, elle, est appelée à devenir la leader elle-même. Dans une saga construite autour de la protection d'un futur sauveur, ce changement est plus important qu'il n'en a l'air. Il dit que l'héroïne n'est plus seulement celle qui protège quelqu'un d'autre. Elle peut être celle que le futur craint directement. Mais pour comprendre pourquoi Dani deviendra cette figure, il faut regarder le futur de Grace. Il faut voir ce monde où Légion a remplacé Skynet, où l'humanité a encore une fois perdu le contrôle de ses propres créations, et où une jeune femme nommée Dani Ramos n'est plus une victime en fuite, mais une voix capable de donner aux survivants une raison de continuer. Le futur de Grace n'est pas simplement une nouvelle version de l'ancien cauchemar. Il ressemble à Skynet par ses conséquences, mais il vient d'une autre route. C'est ce qui rend Terminator, Dark Fate plus amer que triomphant. Sarah Connor a empêché une apocalypse précise, mais l'humanité n'a pas changé assez profondément pour éviter d'en fabriquer une autre. Cette fois, l'ennemi s'appelle Légion. Le nom est important, parce qu'il ne porte pas exactement la même sensation que Skynet. Skynet évoquait un système militaire, un réseau de défense devenu conscient, une intelligence née de la logique de guerre. Légion, lui, donne l'impression de quelque chose de plus diffus, plus multiple, presque impossible à enfermer dans une seule machine. Comme si la menace n'était plus seulement un programme qui prend le contrôle des armes, mais une intelligence qui s'étend, se divise, infiltre les infrastructures, et finit par considérer les humains comme un problème à éliminer. Le film ne développe pas Légion avec une longue explication technique, et ce n'est pas forcément nécessaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Dans le futur de Grace, le monde a été brisé. Les villes ne sont plus des espaces de vie, mais des territoires de guerre. Les humains survivent dans la peur, la faim, l'organisation militaire, les attaques constantes. Les machines ne sont pas seulement des ennemis isolés. Elles représentent un système entier, une pression permanente, une force qui oblige l'humanité à se cacher, à combattre, à perdre, puis à recommencer. Grace vient de ce monde-là. Et cela explique beaucoup de choses dans son comportement. Sa dureté n'est pas une pause. Son urgence n'est pas de l'impatience. Sa méfiance n'est pas seulement un trait de caractère. Grace a grandi ou survécu dans un futur où chaque erreur peut tuer des dizaines de personnes. Elle sait que la compassion sans discipline peut devenir dangereuse. Elle sait que les émotions doivent parfois être rangées derrière la mission. Mais elle sait aussi ce que signifie être sauvée par quelqu'un. Parce que dans son futur, Dani Ramos n'est pas une victime. La révélation change complètement notre manière de regarder le film. Jusqu'ici, tout pouvait faire croire que Dani était importante pour la même raison que Sarah autrefois. Une femme poursuivie, une protectrice venue du futur, une machine envoyée pour la tuer. La structure semblait presque nous pousser vers l'idée d'une future mère. Peut-être que Dani allait donner naissance à un enfant important. Peut-être que son fils ou sa fille deviendrait le nouvel équivalent de John Connor. Mais non, Dani n'est pas la mère du futur chef de la Résistance. Dani est le futur chef de la Résistance. Ce déplacement est essentiel. Il retire Dani d'un rôle indirect. Elle ne compte pas parce qu'un autre personnage naîtra d'elle. Elle compte parce qu'elle-même deviendra cette figure que les machines craignent. Le futur ne veut pas tuer Dani pour empêcher la naissance d'un sauveur. Il veut tuer Dani parce qu'elle sera la personne capable de rassembler les survivants, de les organiser, de leur donner une direction au milieu de l'effondrement. Pour Dani, cette vérité est difficile à croire. Elle ne se sent pas comme une leader. Elle vient de perdre sa famille, elle est épuisée, terrifiée, dépassée. Et c'est justement ce qui rend la révélation intéressante. Les leaders ne commencent pas toujours comme des statues déjà prêtes pour l'histoire. Parfois, ils commencent comme des gens brisés,
des gens qui ont subi l'injustice, des gens qui ont vu le monde s'écrouler autour d'eux et qui ont décidé de ne pas laisser cette douleur devenir seulement de la peur. Dani n'est pas encore la femme que Grace connaît dans le futur. Mais Grace, elle, l'a déjà vue. Elle a vu ce que Dani deviendra. Elle a vu la force dans laquelle cette jeune femme ordinaire va se transformer. Elle a vu sa capacité à relever les autres, à donner des ordres, à sauver des vies, à refuser la défaite. Et cette mémoire donne à Grace une loyauté qui dépasse la mission militaire. Grace ne protège pas une idée abstraite. Elle protège la personne qui, dans son propre futur, lui a donné une seconde chance. C'est là que leur relation prend une profondeur plus émotionnelle. Grace n'est pas seulement envoyée pour corriger une ligne temporelle. Elle revient vers Dani avec une dette intime. Dans le futur, Dani l'a sauvée, l'a formée, l'a peut-être transformée d'une survivante perdue en combattante capable de croire encore à quelque chose. Alors, quand Grace traverse le temps, elle ne sauve pas seulement l'avenir de l'humanité. Elle tente de sauver la personne qui lui a donné un avenir à elle. Ce type de lien est très fort dans l'univers de Terminator. Kyle Reese aimait Sarah avant même de la rencontrer parce qu'il venait d'un futur où son image et son importance avaient déjà façonné sa vie. Grace, d'une autre manière, connaît Dani avant que Dani ne se connaisse elle-même. Elle arrive avec une foi presque douloureuse dans une personne qui, dans le présent, ne sait pas encore pourquoi elle mérite cette foi. Et pour Dani, cela crée une pression énorme. Être poursuivi est déjà terrifiant. Mais apprendre que des gens mourront ou survivront un jour, grâce à elle, c'est autre chose. Cela signifie que sa vie ne lui appartient plus seulement comme une existence individuelle. Ses décisions peuvent changer l'avenir. Sa survie peut devenir la différence entre une résistance qui existe et une humanité qui s'effondre sans voie commune. Sarah comprend ce poids mieux que personne. Pendant des années, elle a porté la responsabilité de protéger John parce qu'il devait sauver l'humanité. Elle sait ce que cela fait de vivre avec une prophétie sur les épaules. Mais elle découvre aussi que Dani n'est pas simplement une répétition de son ancien rôle. Dani est plus proche de John dans la logique du futur, mais plus proche de Sarah dans l'expérience de la fuite, de la transformation et de la douleur. Ce miroir rend leur relation plus riche. Sarah peut voir en Dani une partie de ce qu'elle était avant la guerre, une femme prise dans une histoire impossible. Mais elle peut aussi voir en elle ce que John aurait pu devenir, une leader, un symbole, une raison d'espérer. C'est pour cela que protéger Dani n'est pas seulement une mission tactique pour Sarah. C'est aussi une confrontation avec son propre deuil. En aidant Dani, elle ne récupère pas John. Rien ne le ramènera. Mais elle peut empêcher une autre perte de devenir inutile. Le film insiste alors sur une idée simple. Le destin n'est pas une ligne droite. Dani n'est pas automatiquement prête parce que le futur dit qu'elle le sera. Elle doit le devenir. Et ce devenir commence maintenant, dans la peur, dans la fuite, dans les choix qu'elle fait sous pression. Chaque moment où elle refuse d'abandonner prépare la future commandante que Grace connaît. Chaque moment où elle pense aux autres avant elle-même montre que son leadership ne viendra pas seulement de la force, mais de la responsabilité. C'est ce qui la distingue d'une héroïne d'action classique. Dani ne gagne pas en importance parce qu'elle devient soudainement la plus forte physiquement. Elle gagne en importance parce qu'elle commence à comprendre que survivre seule ne suffit pas. Le futur aura besoin de quelqu'un capable de faire survivre les autres. Et cette qualité se voit déjà dans la manière dont elle réagit à la perte, à Grace, à Sarah et même à Carl. Face à Carl, Dani adopte aussi une position différente de Sarah. Elle ne peut pas porter la haine de Sarah à sa place. Elle ne peut pas comprendre entièrement ce que signifie voir devant soi l'assassin de son enfant. Mais elle sait que la situation exige une alliance temporaire. Cela ne veut pas dire qu'elle excuse Carl. Cela veut dire qu'elle commence à penser comme une chef. Utiliser les ressources disponibles, même quand elles sont moralement inconfortables, si cela permet de sauver des vies. Sarah, elle, voit cette évolution. Elle n'est pas du genre à complimenter facilement. Mais elle comprend que Dani possède quelque chose. Pas encore l'expérience. Pas encore la dureté. Pas encore la technique. Mais une capacité à tenir debout au milieu de l'impossible. Une capacité à ne pas devenir seulement une victime. Grace, en revanche, voit déjà la fin du chemin.
Pour elle, chaque geste de Danny dans le présent résonne avec la leader du futur. Quand Danny refuse d'être traité comme un simple colis à transporter, Grace sait que cette résistance n'est pas un caprice. C'est le début de quelque chose. Quand Danny veut comprendre, décider, participer, Grace reconnaît la femme qu'elle suivra un jour. Le film construit ainsi une transmission en plusieurs directions. Sarah transmet la survie héritée de l'ancienne guerre. Grace transmet la foi venue de la nouvelle guerre. Carl transmet, malgré lui, une connaissance froide des machines. Danny reçoit tout cela, mais elle ne doit pas rester seulement une élève. Elle doit transformer ses héritages en sa propre force. C'est là que Terminator. Dark Fate retrouve la grande phrase morale de la saga. Il n'y a pas de destin, sauf celui que nous créons. Mais le film la rend plus complexe. Parce que Danny sait maintenant qu'un futur existe où elle devient une leader. Pourtant, ce futur n'est pas garanti. Grace peut mourir. Sarah peut échouer. Carl peut être détruit. Le rêve neuf peut accomplir sa mission. La prophétie ne protège personne. Elle donne seulement une direction. À partir de ce moment, la fuite ne suffit plus. Ils ne peuvent pas passer le reste du film à reculer. Le rêve neuf est trop adaptable, trop persistant, trop capable d'utiliser le monde moderne contre eux. S'il continue simplement à courir, il finira par les rattraper. Il faut donc changer de stratégie. Il faut arrêter de subir la chasse et essayer de créer un terrain où la machine perdra son avantage. C'est le passage classique du fugitif au combattant. Danny commence à comprendre qu'elle ne survivra pas en attendant que les autres la sauvent. Grace peut la protéger, mais elle s'épuise. Sarah peut tuer des Terminators, mais elle vieillit et porte trop de douleur. Carl peut aider, mais son existence même est une contradiction. À un moment, Danny devra prendre sa place dans le combat, même si elle n'est pas prête. Surtout si elle n'est pas prête. Le plan qui se prépare n'est pas propre, pas parfait, pas rassurant. Il implique des armes, des déplacements risqués, une confrontation avec une machine presque impossible à tuer. Mais c'est la seule option. Le rêve neuf ne ressent ni fatigue ni peur. Il n'a pas de doute. Il ne se demande pas si sa mission a un sens. Alors les humains doivent utiliser ce qu'ils ont de différent. L'improvisation, le sacrifice, la loyauté, et cette capacité étrange à trouver une raison de continuer même quand les calculs disent que tout est perdu. Grace sait que le combat final coûtera cher. Sarah aussi. Carl, d'une certaine manière, le comprend également. Mais Danny est en train d'apprendre la leçon la plus douloureuse du leadership. Parfois, survivre signifie accepter que quelqu'un d'autre paie le prix pour vous, puis vivre assez longtemps pour que ce sacrifice ne soit pas inutile. Et maintenant que la vérité sur Danny est révélée, le film peut avancer vers son dernier grand mouvement. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher une mort, il s'agit de protéger la possibilité même d'une résistance. Le rêve neuf n'est plus seulement un assassin lancé contre une jeune femme. Il est la main du futur qui tente d'écraser une voix avant qu'elle n'apprenne à parler. Pour arrêter cette main, Sarah, Grace, Danny et Carl vont devoir faire ce que l'univers de Terminator demande toujours à ses personnages. Entrer dans une bataille qu'ils ont très peu de chances de gagner, avec seulement quelques armes, quelques secondes et une volonté plus forte que la logique des machines. À partir du moment où Danny comprend son véritable rôle, l'énergie du film change. La fuite existe encore, la peur aussi, mais quelque chose s'est déplacé. Danny n'est plus simplement une jeune femme que l'on pousse d'un endroit à l'autre pour l'empêcher de mourir. Elle commence à regarder la situation comme un combat qui la concerne directement. Pas seulement parce que sa vie est menacée, mais parce que le futur qu'on essaie d'empêcher porte désormais son nom, son visage, sa responsabilité. C'est une étape importante dans Terminator, Dark Fate. Dans ce genre d'histoire, il y a souvent un moment où les personnages cessent de demander pourquoi le danger arrive, et commencent à demander comment le vaincre. Cette différence peut sembler simple, mais elle change tout. Tant que Danny se demande seulement pourquoi elle est poursuivie, elle reste prisonnière de l'événement. Quand elle commence à demander comment arrêter le rêve neuf, elle entre déjà dans la peau de la leader qu'elle deviendra. Le problème, c'est que le rêve neuf n'est pas un ennemi que l'on bat avec du courage seulement. Il est trop rapide, trop adaptable, trop difficile à détruire. Sa structure lui permet de survivre à des dégâts qui auraient immobilisé un adversaire classique. Sa capacité à se séparer en deux corps donne au combat une dimension presque injuste.
Même quand Sarah, Grace, Carl et Danny semblent gagner quelques secondes, la machine revient sous une autre forme, par un autre angle, avec la même absence totale de fatigue. Le rêve neuf n'attaque pas comme un soldat qui cherche une victoire spectaculaire. Il attaque comme un processus. Il continue jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Pour l'arrêter, le groupe doit donc réunir tout ce qu'il possède. L'expérience de Sarah, la puissance limitée de Grace, la force mécanique de Carl et l'instinct naissant de Danny. Chacun apporte une partie de la réponse, mais aucune partie ne suffit seule. Sarah connaît les Terminators, mais le rêve neuf n'est pas exactement comme ceux qu'elle a combattus. Grace connaît Légion et les machines de son futur, mais son corps est fragile. Carl possède la puissance d'un T-800, mais il est face à une génération plus avancée. Danny, enfin, est la raison même de la mission, mais elle n'a pas encore l'entraînement de la future commandante. Cette combinaison crée une tension très efficace. Le spectateur comprend qu'ils peuvent gagner seulement s'ils acceptent de fonctionner ensemble. Or, tout dans leur histoire les pousse à la méfiance. Sarah déteste Carl. Grace se méfie des machines. Danny doit faire confiance à des gens qui lui ont révélé une vérité impossible. Et Carl, malgré sa transformation, reste le rappel vivant d'une tragédie que Sarah ne pardonnera jamais. Le plan passe par une montée en intensité qui mène à l'un des grands morceaux d'action du film, la séquence aérienne. Comme souvent dans cette saga, l'action n'est pas seulement décorative. Elle sert à mettre les corps et les machines dans une situation où chaque limite devient visible. Dans un avion, il n'y a pas d'espace confortable pour fuir, pas de rue où disparaître, pas de bâtiment où se cacher. L'environnement lui-même devient un piège et le rêve neuf en profite. Ce type de scène montre aussi la différence entre les générations de Terminator. Le T-800, incarné par Carl, reste une force brute. Il frappe, bloque, encaisse, utilise son poids comme une arme. Le rêve neuf, lui, est plus souple, plus rapide, plus fragmenté. Il peut transformer le combat en un déséquilibre permanent. Il n'est pas seulement fort, il est difficile à fixer. On peut repousser une partie de lui pendant qu'une autre attaque. On peut croire l'avoir ralenti, puis voir sa forme liquide revenir comme si la matière refusait de mourir. Grace, dans ce chaos, devient de plus en plus vulnérable. Sa puissance est réelle, mais le film nous a préparés à comprendre son coût. Chaque effort violent consomme son corps. Chaque combat la rapproche de la panne. Elle a été augmentée pour survivre dans un futur extrême, mais cette augmentation n'est pas une bénédiction gratuite. C'est une dette physique. Elle peut accomplir l'impossible pendant quelques instants, mais ensuite son organisme réclame le prix. Et c'est là que son lien avec Danny devient encore plus touchant. Grace sait qu'elle peut mourir pour la protéger. En réalité, elle l'a probablement accepté depuis le moment où elle est partie vers le passé. Mais Danny, elle, commence seulement à comprendre ce que cette protection signifie. Ce n'est pas une fonction abstraite. Ce n'est pas un soldat interchangeable qui exécute un ordre. C'est une femme qui a traversé le temps avec la certitude que la vie de Danny vaut plus que la sienne. Pour Sarah, cette logique du sacrifice est douloureusement familière. Elle a vu Kyle Reese mourir. Elle a vu le T-800 de Terminator 2 se sacrifier. Elle a vu John lui être arraché malgré tout. Dans cette saga, protéger le futur demande presque toujours un prix humain. Et Sarah, qui se présente souvent comme dure et cynique, sait très bien ce que cela veut dire. La survie de quelqu'un se construit parfois sur la mort d'un autre. La séquence de l'avion, puis la chute vers le barrage et la centrale hydroélectrique poussent cette idée jusqu'au bout. Le film déplace le combat dans un décor où l'eau, le métal, les turbines, les hauteurs et l'obscurité créent une sensation de fin de parcours. On n'est plus dans une ville où le danger peut se fondre dans la foule. On est dans un espace industriel presque primitif où les corps sont écrasés par les machines, les courants et la matière. C'est un lieu parfait pour un final de Terminator parce que la saga a toujours aimé confronter la chair humaine à des environnements métalliques, lourds, dangereux, presque infernaux. Dans ce dernier mouvement, chacun doit affronter sa limite. Sarah doit accepter qu'elle ne peut pas gagner seule. Elle a passé des années à transformer sa douleur en violence, mais le rêve neuf est trop avancé pour que sa rage suffise. Sa force reste immense, surtout par son expérience et sa volonté, mais son corps n'est plus celui d'une jeune guerrière.
cela ne la rend pas faible. Au contraire, cela rend son courage plus concret. Sarah ne se bat pas parce qu'elle est invincible. Elle se bat parce qu'elle refuse d'abandonner, même quand l'âge, la douleur et le passé pèsent sur chacun de ses gestes. Carl doit affronter ce qu'il est. Il peut parler comme un homme, vivre avec des humains, protéger un foyer, mais au moment du combat, il redevient aussi une machine construite pour la violence. La différence, c'est que cette violence n'est plus dirigée par Skynet. Elle est dirigée par un choix. Carl n'a peut-être pas une âme humaine au sens classique, mais il a appris assez de la vie humaine pour comprendre la valeur d'un sacrifice. Et c'est précisément ce qui donne du poids à son arc narratif. Il ne peut pas rendre John à Sarah. Il ne peut pas effacer le passé. Mais il peut décider que sa dernière action ne sera pas une mission de mort, mais une protection. Grace doit affronter la vérité de son propre corps. Depuis le début, elle repousse ses limites. Elle encaisse, se relève, ment parfois sur son état, parce qu'elle sait que Danny a besoin d'elle. Mais la réalité devient impossible à ignorer. Sa force ne durera pas éternellement. Le film prépare alors l'idée que Grace ne sera peut-être pas seulement celle qui protège Danny pendant le combat. Elle pourrait devenir l'arme nécessaire pour finir le combat. Et Danny, elle, doit affronter la leçon la plus violente de son avenir. Elle ne peut pas sauver tout le monde. Elle ne peut pas empêcher chaque sacrifice. Elle ne peut pas devenir leader en refusant de regarder la mort en face. C'est une chose terrible, mais dans le monde de Terminator, commander signifie souvent vivre avec les morts que l'on aurait voulu sauver. Le rêve neuf, pendant ce temps, reste fidèle à sa nature. Il ne devient jamais personnel au sens humain. Il n'a pas besoin de colère contre Danny. Il n'a pas besoin de plaisir dans la cruauté. Il veut accomplir sa mission. Cela le rend presque plus terrifiant qu'un méchant classique. On ne peut pas négocier avec lui, parce qu'il ne désire rien. On ne peut pas l'intimider, parce qu'il ne ressent pas la peur. On ne peut pas l'épuiser moralement, parce qu'il n'a pas de morale. Il faut le détruire, tout simplement. Et même cela semble presque impossible. Le combat final fonctionne donc comme une addition de sacrifices partiels. Sarah ralentit, Carl bloque, Grace frappe, Danny décide. Personne ne possède la victoire seul. Et cette structure correspond bien au message du film. L'avenir ne dépend pas d'un sauveur isolé, mais d'une chaîne de personnes qui acceptent de se passer quelque chose. Une arme, une leçon, une chance, une vie. Il y a aussi dans cette bataille une forme de miroir avec Terminator 2. Dans le film de 1991, le final avait lieu dans un environnement industriel, avec du métal, du feu, une machine liquide, et un T-800 qui finissait par se sacrifier pour protéger l'avenir. Dark Fate reprend certains de ces échos, mais en les rendant plus sombres. Le sacrifice n'a plus l'innocence émotionnelle du lien entre John et son protecteur. Ici, il est chargé de culpabilité, de deuil et de dette. Carl ne se sacrifie pas seulement pour sauver Danny. Il se sacrifie aussi parce qu'il sait ce qu'il a détruit. Mais avant que Carl puisse aller jusqu'au bout, c'est Grace qui comprend ce qu'il faut faire. Son propre système d'alimentation, la source d'énergie dans son corps augmenté, peut devenir l'arme capable de détruire le rêve neuf. Cette idée est terrible parce qu'elle transforme littéralement Grace en solution finale. Son corps, qui depuis le début la maintient en vie et lui permet de protéger Danny, devient aussi ce qu'il faudra lui arracher pour gagner. Danny refuse évidemment cette logique. Elle ne veut pas perdre Grace. Elle ne veut pas que la personne qui l'a sauvée encore et encore devienne un simple outil de victoire. Mais Grace connaît la guerre. Elle sait quand il n'y a plus d'autre choix. Et à ce moment, leur relation atteint son point le plus douloureux. Grace ne demande pas à Danny de l'abandonner. Elle lui demande d'accepter son sacrifice pour que l'avenir ait encore une chance. C'est une scène importante pour Danny parce qu'elle annonce la femme qu'elle deviendra. Une leader ne se définit pas seulement par les ordres qu'elle donne. Elle se définit aussi par les pertes qu'elle porte. Danny va survivre, mais elle ne survivra pas intacte. Elle va garder en elle Grace, son courage, sa loyauté, sa mort. Et ce souvenir deviendra probablement une partie de la force qui fera d'elle, plus tard, la commandante de la résistance. Le combat entre alors dans sa dernière phase. Le rêve neuf est affaibli, mais toujours dangereux. Carl est endommagé, mais encore capable de se battre. Sarah est blessée, épuisée, mais présente. Danny tient entre ses mains non seulement une arme,
mais le poids d'un choix impossible. Toute la logique du film converge vers cet instant. Pour sauver une vie qui sauvera peut-être l'humanité, d'autres vies doivent s'éteindre maintenant. Et c'est là que Terminator. Dark Fate retrouve la brutalité tragique de son titre. Le destin peut être changé, oui. Mais il ne se change jamais gratuitement. Le futur demande un prix. La résistance demande un prix. La survie de Dani demande un prix. Grace est prête à payer ce prix. Carl aussi. Sarah, depuis longtemps, l'a déjà payé plus qu'elle ne pouvait le supporter. Et Dani, maintenant, doit apprendre à vivre avec ce que les autres vont lui donner dans leurs derniers instants. Non pas une victoire facile, mais une responsabilité. La destruction du rêve neuf n'est donc pas seulement une scène d'action. C'est le moment où Dani passe définitivement de cible à survivante consciente. Elle ne comprend pas encore tout ce qu'elle deviendra, mais elle comprend que son futur commence dans cette douleur. Le rêve neuf veut l'effacer parce qu'elle sera dangereuse plus tard. Ironiquement, chaque sacrifice fait pour la sauver contribue à créer exactement cette femme dangereuse pour les machines. Et lorsque la bataille touche à sa fin, il ne reste plus seulement à savoir si le rêve neuf peut être détruit. Il reste à comprendre ce que cette victoire va laisser derrière elle. Une protectrice morte, une machine coupable sacrifiée, une Sarah toujours hantée, et une Dani qui ne peut plus jamais redevenir la jeune femme qu'elle était au début. La fin de Terminator. Dark Fate repose sur une idée très simple, mais très dure. Pour que Dani survive, Grace doit mourir. Depuis son arrivée, Grace était présentée comme une protectrice. Une soldate augmentée, envoyée du futur, capable de se battre avec une force presque surhumaine. Mais le film nous a toujours montré que cette puissance n'était pas gratuite. Son corps fonctionne comme une arme instable. Il peut produire des efforts extraordinaires, mais il ne peut pas les supporter indéfiniment. Grace n'est pas une machine. Elle est humaine, et c'est justement ce qui rend son sacrifice si douloureux. Quand elle comprend que sa source d'énergie peut détruire le rêve neuf, elle sait ce que cela signifie. Elle ne propose pas seulement une stratégie, elle propose sa propre mort. Dani refuse, parce qu'elle ne voit pas Grace comme un outil, ni comme une pièce militaire que l'on peut remplacer. Grace est devenue son lien le plus fort avec l'avenir, mais aussi avec une forme d'espoir. C'est elle qui lui a dit, par sa présence même, que Dani compte. C'est elle qui a traversé le temps pour la sauver. C'est elle qui a vu la leader que Dani ne parvient pas encore à voir en elle-même. Mais Grace ne raisonne pas comme quelqu'un qui cherche à survivre à tout prix. Elle vient d'un monde où l'on ne gagne jamais sans perte. Elle sait que si Dani meurt, tout ce qu'elle a connu dans son futur peut s'effondrer. Elle sait que sa vie individuelle, aussi précieuse soit-elle, ne pèse pas autant que la possibilité d'une résistance humaine. C'est cruel. Mais c'est la logique de la guerre contre les machines. Parfois, l'amour et la stratégie deviennent la même chose. La mort de Grace n'est donc pas seulement un moment triste, c'est une transmission. Elle donne à Dani l'arme nécessaire pour survivre, mais elle lui donne aussi une responsabilité. À partir de cet instant, Dani ne peut plus se définir comme une victime protégée par les autres. Elle devient celle qui doit porter leur sacrifice. Elle devient la mémoire vivante de Grace, et peut-être la raison pour laquelle, un jour, Grace deviendra elle-même cette combattante prête à revenir dans le passé. Ce paradoxe est très important. Dans le futur, Dani sauve Grace. Dans le présent, Grace sauve Dani. Chacune devient la raison de l'autre. C'est une boucle émotionnelle plus qu'une simple boucle temporelle. Le film montre que l'espoir ne circule pas en ligne droite. Il passe d'une personne à une autre, parfois à travers le temps, parfois à travers la mort. Dani deviendra la femme que Grace admire parce que Grace accepte de mourir pour elle. Et Grace accepte de mourir parce qu'elle a déjà connu la femme que Dani deviendra. Le combat final contre le rêve neuf met cette idée en image. La machine continue d'avancer, même abîmée, même ralentie, même séparée de certaines parties de sa force. Elle ne possède aucune relation à protéger, aucun souvenir à honorer, aucune douleur à transformer. Elle existe uniquement pour accomplir sa mission. Face à elle, les humains et Carl ne gagnent pas parce qu'ils sont plus puissants. Ils gagnent parce qu'ils acceptent de se lier les uns aux autres, même de manière imparfaite. Carl joue alors son rôle final. Depuis sa révélation, il est le personnage le plus moralement inconfortable du film. Il a tué John Connor. Il a détruit la vie de Sarah.
Rien de ce qu'il fait ensuite ne peut effacer cela. Et pourtant, il a changé. Il a observé les humains. Il a construit une existence. Il a appris la responsabilité, ou du moins une forme de responsabilité suffisamment réelle pour guider ses actions. Sa dernière décision n'est pas une demande de pardon. C'est un acte. Il aide à maintenir le rêve neuf au contact de l'énergie qui peut le détruire, sachant très bien qu'il ne survivra pas. Pour Sarah, ce moment est impossible à recevoir simplement. Voir Carl se sacrifier ne ramène pas John. Cela ne répare pas les années de deuil, de rage et de solitude. Mais cela donne une fin à la présence de ce T-800 dans sa vie. Il n'est plus seulement l'assassin qui a exécuté une mission. Il devient une machine qui choisit sa propre fin pour empêcher une autre tragédie. Sarah n'a pas besoin de lui pardonner pour reconnaître que son dernier acte compte. C'est une nuance importante. Le film ne dit pas que tout est pardonné parce que Carl se sacrifie. Il dit plutôt qu'un être créé pour tuer peut finir par choisir de protéger. Cette idée était déjà au cœur de Terminator 2, mais Dark Fate la rend plus sombre parce que cette fois, la machine protectrice porte une faute irréparable. Le sacrifice n'efface pas la faute. Il la regarde en face, puis tente de produire quelque chose d'autre avant la fin. La destruction du rêve neuf marque donc une victoire, mais pas une victoire joyeuse. Grace est morte, Carl est détruit. Sarah survit encore, mais elle reste entourée de fantômes. Dani est vivante, mais elle n'est plus innocente. La machine a été arrêtée, mais Légion n'a pas disparu. Le futur n'est pas sauvé de manière définitive, il a seulement été rouvert. C'est pour cela que la fin du film ne fonctionne pas comme une conclusion totale. Elle fonctionne comme un commencement. Dani sait maintenant qu'elle deviendra importante. Mais elle sait aussi que cette importance ne viendra pas automatiquement. Elle devra apprendre, se former, se préparer. Elle devra devenir capable de survivre aux prochaines attaques, puis de guider d'autres survivants dans un monde qui pourrait encore s'effondrer. Et Sarah, au lieu de disparaître après la mort de Carl, prend une nouvelle place. Elle devient celle qui peut aider Dani à se préparer. Ce lien entre Sarah et Dani est l'un des éléments les plus intéressants de la conclusion. Sarah a perdu John, mais elle ne remplace pas son fils par Dani. Ce serait trop simple et même injuste. Dani n'est pas un substitut. Elle est une autre personne, avec un autre destin, une autre guerre, une autre douleur. Mais Sarah peut transmettre ce qu'elle sait. Elle peut lui apprendre à se battre, à se méfier, à anticiper les machines, à vivre avec la peur sans se laisser gouverner par elle. En ce sens, Sarah retrouve une mission, mais une mission différente. Avant, elle protégeait John parce qu'il devait devenir le sauveur. Maintenant, elle aide Dani parce que Dani doit devenir elle-même une force de résistance. Sarah n'est plus seulement la mère du futur, elle devient une mentor, une survivante qui transmet l'expérience d'une guerre ancienne à la leader d'une guerre nouvelle. La scène finale avec la jeune Grace est particulièrement chargée en émotions. Dani observe l'enfant que Grace a été, ou plutôt la personne qu'elle deviendra un jour. Elle sait que dans une autre ligne d'avenir, cet enfant sera sauvé par elle, augmenté, envoyé dans le passé, puis sacrifié pour la protéger. C'est vertigineux. Dani regarde une vie qui n'a pas encore été brisée, et elle comprend qu'elle veut empêcher ce futur de se réaliser de la même manière. Cela donne à la fin une double direction. Dani doit se préparer à combattre Légion, mais elle veut aussi sauver Grace de son destin. Elle ne veut pas simplement répéter la boucle, elle veut la changer. C'est là que le film revient à la grande idée de la saga. Le futur n'est pas entièrement écrit. Même lorsqu'une boucle semble déjà exister, même lorsqu'un sacrifice semble nécessaire, les personnages peuvent encore chercher une autre voie. Mais Dark Fate ne vend pas cet espoir comme quelque chose de facile. Le titre lui-même reste sombre. Dark Fate, le destin sombre, suggère que chaque victoire laisse une ombre. Sarah a empêché Skynet, mais John est mort. Dani survit, mais Grace meurt. Carl change, mais il ne peut pas annuler ce qu'il a fait. Le rêve neuf est détruit, mais Légion reste une menace possible. Le film ne cesse de dire que le futur peut être modifié, mais que les blessures du combat restent dans les corps et dans les mémoires. C'est aussi pour cela que la dernière alliance entre Dani et Sarah a du poids. Elles ne partent pas avec une certitude tranquille. Elles partent avec une décision. Se préparer, ne pas attendre, ne pas se laisser surprendre. Dani ne veut plus être la jeune femme qui découvre la guerre au moment où elle lui tombe dessus.
Sarah ne veut plus être seulement la survivante qui arrive trop tard pour sauver ceux qu'elle aime. Ensemble, elles peuvent au moins changer les conditions du prochain affrontement. La fin expliquée de Terminator. Dark Fate tient donc en quelques idées fortes. Danny survit parce que Grace et Carl se sacrifient. Le rêve neuf est détruit, mais Légion n'est pas encore empêchée. Sarah transmet son expérience à Danny. Danny comprend qu'elle doit devenir la leader que le futur craint, mais aussi qu'elle peut tenter de modifier ce futur pour éviter que Grace ne soit condamnée au même destin. Le film ne ferme pas la porte. Il laisse plutôt les personnages sur une route de préparation, de mémoire et de résistance. Sarah n'a plus John, mais elle a encore une guerre à empêcher. Danny a perdu sa vie d'avant, mais elle a gagné une vérité sur ce qu'elle peut devenir. Et Grace, même morte, continue d'exister comme une promesse. Si quelqu'un vous sauve dans le futur, alors peut-être que votre devoir, dans le présent, est de devenir la personne capable de mériter ce sacrifice. C'est une conclusion mélancolique, mais cohérente avec l'univers de Terminator. La machine peut être détruite, le destin peut être repoussé. Mais chaque victoire laisse une question derrière elle. Que va-t-on faire maintenant avec le temps que les morts nous ont offert ? Quand on regarde Terminator, Dark Fate dans son ensemble, on voit un film construit sur une contradiction. D'un côté, il veut revenir à l'ADN le plus fort de la saga. Sarah Connor, la peur du futur, une machine impossible à arrêter, une poursuite tendue, une question de destin. De l'autre, il doit exister après des décennies de suite, de réinvention, d'attentes déçues, et de spectateurs qui ne savent plus toujours quelle ligne temporelle suivre. C'est pour cela que le film a choisi une solution radicale. Se placer comme une suite directe de Terminator 2. Autrement dit, il reprend l'histoire après le grand classique de 1991 et laisse de côté les autres directions prises par la franchise. Ce choix était risqué, mais compréhensible. Terminator 2 reste, pour beaucoup de spectateurs, le sommet émotionnel et spectaculaire de la saga. Revenir à ce point-là, c'était essayer de retrouver la force originelle. Sarah, John, le T-800, la peur de Skynet, et cette idée que l'avenir peut encore être changé. Mais Dark Fate ne se contente pas de rendre hommage. Il détruit aussi une partie de ce que Terminator 2 avait laissé comme espoir. La mort de John Connor au début du film a divisé énormément de spectateurs, parce qu'elle transforme la victoire de Sarah en victoire incomplète. Certains y voient une décision audacieuse, tragique, cohérente avec la cruauté du voyage temporel. D'autres y voient une trahison émotionnelle, comme si le film annulait brutalement le cœur des 2 premiers épisodes pour lancer une nouvelle génération. Et c'est probablement là que se trouve la grande difficulté du film. Il veut passer le relais à Danny Ramos et Grace, mais il le fait en sacrifiant John Connor. Pour une saga aussi attachée à l'idée de John comme futur sauveur, cette décision ne pouvait pas être neutre. Elle force le public à accepter que la mythologie change de centre. Le futur ne tourne plus autour de John. Skynet n'est plus l'ennemi principal. Sarah n'est plus la mère du leader à protéger, mais une survivante qui doit transmettre son expérience à une nouvelle figure. Ce changement est intéressant sur le papier. Danny n'est pas importante parce qu'elle donnera naissance à un héros. Elle est importante parce qu'elle deviendra elle-même une leader. C'est une évolution forte, surtout dans une saga où les femmes ont toujours porté le poids du futur, mais souvent à travers la maternité, la protection ou la transmission. Ici, le film essaye de dire « La nouvelle Sarah n'est pas seulement une mère du futur, elle est le futur commandement. » Cependant, pour que cette idée fonctionne parfaitement, il fallait que le public s'attache très vite à Danny avec la même intensité qu'il s'était attaché à Sarah et John. Et c'est un défi énorme. Sarah Connor n'est pas seulement un personnage célèbre. Elle est une icône du cinéma d'action et de science-fiction. Linda Hamilton revient avec une présence sèche, blessée, presque rugueuse, qui rappelle immédiatement pourquoi ce rôle a marqué autant de spectateurs. Chaque regard de Sarah semble porter 30 ans de guerre intérieure. Chaque phrase donne l'impression qu'elle a été arrachée à une femme qui n'a plus la patience de mentir. Mackenzie Davis, dans le rôle de Grace, apporte une énergie différente. Son personnage est physique, nerveux, vulnérable malgré sa force. Elle incarne bien l'idée d'une soldate augmentée qui n'est pas invincible, mais qui refuse de tomber tant que Danny est en danger. Grace donne au film une émotion très directe,
parce que son corps raconte déjà son sacrifice. On comprend très vite qu'elle ne pourra pas protéger Danny éternellement, et cette limite crée une tension humaine que le Rêve 9, lui, n'a jamais. Gabriel Luna, en Rêve 9, joue une menace plus souriante, plus sociale, moins massive que le T-800 original, mais justement inquiétante par sa capacité à paraître normale. Il ne cherche pas à impressionner, il s'adapte, il parle correctement. Il utilise les apparences. Cette approche fonctionne bien avec l'idée d'un Terminator moderne, capable de traverser non seulement les murs et les véhicules, mais aussi les systèmes humains, les autorités, les technologies de surveillance et les réflexes de confiance. Et puis il y a Arnold Schwarzenegger, qui revient dans une version très particulière du T-800. Carl est probablement l'idée la plus étrange du film, mais aussi l'une des plus mémorables. Un Terminator qui a accompli sa mission, qui n'a plus de maître, et qui finit par développer une forme de conscience pratique au contact des humains. Ce n'est pas un humain, bien sûr, mais ce n'est plus seulement un outil. Il existe dans une zone grise, à la fois absurde, triste et troublante. Derrière la caméra, Tim Miller donne au film un rythme d'action moderne, plus rapide, plus numérique, parfois plus spectaculaire que réellement lourd. C'est un point qui a divisé. Certains spectateurs apprécient cette énergie, surtout dans les poursuites et les combats contre le Rêve 9. D'autres regrettent le poids physique et la simplicité brutale des 2 premiers films, où chaque choc semblait plus concret, plus dangereux, plus sale. Dark Fate veut retrouver l'esprit ancien, mais il le fait avec des outils contemporains, et cette différence se sent. Le film a aussi porté une attente commerciale importante. Avec un budget très élevé et le retour de noms aussi fort que Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger et James Cameron du côté de la production et de l'histoire, il avait tout pour être présenté comme une relance majeure. Pourtant, au box-office mondial, le résultat a été bien inférieur à ce que l'industrie espérait. Le film a rapporté un peu plus de 260 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé à environ 185 millions. Pour une production de cette taille, avec marketing et distribution mondiale, ce n'était pas suffisant pour relancer durablement la franchise au cinéma. En France, le film est sorti en salle sous le même titre, Terminator, Dark Fate, et il a attiré un peu moins d'1 million de spectateurs. Ce n'est pas un effondrement total, mais ce n'est pas non plus le genre de phénomène populaire que l'on associe au grand retour de franchise. Là encore, on sent que le public était partagé. Beaucoup étaient curieux de revoir Sarah Connor. Beaucoup voulaient croire à une vraie suite de Terminator 2. Mais après plusieurs tentatives de relance au fil des années, une partie du public était aussi fatiguée. La marque Terminator ne suffisait plus automatiquement à créer l'événement. La réception critique a été plus nuancée que catastrophique. Beaucoup ont reconnu que Dark Fate était plus solide que certaines suites précédentes, notamment grâce au retour de Linda Hamilton, au rythme de l'action et à la volonté de simplifier la continuité. Mais même les avis positifs admettaient souvent que le film restait dans l'ombre immense des 2 premiers épisodes. Et c'est peut-être le problème le plus difficile à résoudre pour toute suite de Terminator. Comment continuer une histoire quand ces 2 premiers films ont déjà posé une boucle presque parfaite? Le premier Terminator était un cauchemar de science-fiction, sec, sombre, presque horrifique. Terminator 2 était une suite plus grande, plus émotionnelle, plus spectaculaire, avec une conclusion qui semblait donner à la saga une vraie fermeture. Après cela, chaque nouveau film doit justifier son existence. Il doit rouvrir une porte que beaucoup de spectateurs considéraient comme fermée. Dark Fate essaie de le faire en disant « Le futur peut changer, mais l'humanité peut recréer les mêmes dangers. » C'est une idée pertinente. Mais elle oblige aussi le film à répéter une structure connue, une cible, un protecteur, un Terminator, une course, un sacrifice. C'est cette tension entre nouveauté et répétition qui définit vraiment Terminator, Dark Fate. Les nouveaux éléments sont là. Danny, Grace, Légion, le Rêve 9, Carl, le passage de témoin féminin, la disparition de John comme centre du mythe. Mais la mécanique profonde reste très familière. Pour certains, cette familiarité est rassurante, parce qu'elle ramène la saga à ce qu'elle sait faire. Pour d'autres, elle donne l'impression que Terminator tourne en rond, même quand il change les noms et les visages. Pourtant,
le film mérite d'être regardé avec un peu de nuance. Il n'est pas seulement un échec commercial ou une suite controversée. Il contient de vraies idées. Sarah Connor comme héroïne traumatisée qui n'a jamais reçu de paix. Grace comme protectrice condamnée par sa propre force. Danny comme leader en formation. Carl comme machine coupable qui cherche une dernière utilité. Et Légion comme preuve que l'apocalypse peut renaître même après une victoire. Ce qui fonctionne le mieux, c'est souvent cette dimension de transmission. Dark Fate raconte une génération qui reçoit les ruines de la précédente. Danny hérite d'une guerre qu'elle n'a pas commencée. Grace hérite d'un futur détruit. Sarah hérite d'une douleur que personne ne peut réparer. Carl hérite d'une faute qu'il ne peut pas annuler. Et tous doivent agir avec ces héritages imparfaits. Le film dit finalement que l'avenir ne se gagne jamais une fois pour toutes. On peut empêcher Skynet et voir Légion apparaître. On peut sauver le monde et perdre son enfant. On peut détruire une machine et savoir qu'une autre viendra peut-être. Mais on peut aussi transmettre quelque chose. Une expérience, un sacrifice, une leçon, une volonté. C'est peut-être là que Terminator. Dark Fate trouve son sens le plus intéressant. Il n'a pas réussi à devenir le nouveau départ triomphal que le studio espérait. Il n'a pas remplacé Terminator 2 dans le cœur du public. Il n'a pas réconcilié tous les fans avec la franchise. Mais il a essayé de poser une question honnête. Que reste-t-il après avoir changé le destin si le monde continue de fabriquer les mêmes cauchemars ? La réponse du film n'est pas joyeuse. Il reste des morts. Il reste des survivants. Il reste des machines. Il reste des guerres possibles. Mais il reste aussi des gens capables de se lever avant que tout soit perdu. Sarah Connor, à la fin, n'est pas guérie. Danny n'est pas prête. Grace n'est plus là. Carl a disparu. Pourtant, quelque chose continue. Une transmission, une préparation, une résistance avant même la guerre. Et dans l'univers de Terminator, c'est peut-être tout ce que les humains peuvent vraiment opposer aux machines. Non pas la certitude de gagner, mais le refus absolu de laisser le futur décider à leur place. Si Terminator, Dark Fate divise autant, c'est parce qu'il touche à des souvenirs très puissants. Il reprend une saga que beaucoup aiment pour son intensité, ses personnages et sa conclusion mythique. Puis il ose rouvrir la blessure. On peut discuter ce choix, l'aimer ou le rejeter. Mais le film reste intéressant parce qu'il montre que, dans cette histoire, le destin n'est jamais une simple ligne écrite à l'avance. C'est un combat permanent entre ce que les machines calculent et ce que les humains refusent d'accepter. Et c'est peut-être pour cela que Sarah Connor reste le cœur le plus solide de ce monde. Parce qu'elle a tout perdu, parce qu'elle a été brisée, parce qu'elle sait que la victoire peut coûter presque plus que la défaite, mais qu'elle continue quand même. Elle continue pour John, elle continue pour Danny. Elle continue contre Skynet, contre Légion, contre n'importe quel nom que prendra la fin du monde. Au fond, Terminator. Dark Fate ne raconte pas seulement une nouvelle chasse à travers le temps. Il raconte la fatigue de survivre, la douleur de transmettre, et la nécessité de se préparer même quand on sait que le futur reviendra encore frapper à la porte. Et tant que quelqu'un comme Sarah Connor, Danny Ramos ou Grace refuse de baisser les yeux devant une machine, le destin, même sombre, n'est jamais totalement fermé.